Bonjour à tous. L'invité de French Boss cette semaine pourrait presque être en quelque sorte le portrait robot du jeune entrepreneur, avec néanmoins quelques particularités qui vont alimenter la discussion qu'on va avoir pendant une demi-heure avec lui. Nicolas Garnier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va évoquer votre carrière parce qu'elle est intéressante. Il y a plusieurs faits saillants dans votre carrière qui sont intéressants, originaux et qui montrent, qui révèlent une partie de votre caractère. On va en reparler. Auparavant, je vous ai demandé, parce que c'est un petit peu la routine qu'on a dans cette émission, je vous ai demandé de m'envoyer une photo de la ville qui était associée actuellement à votre quotidien professionnel. Vous êtes à New York. New York est donc derrière moi. Quelle est la place que tient New York, Nicolas? Pas forcément dans votre entrepreneuriat, mais dans votre vie professionnelle en général. New York, c'est l'aventure. Je suis arrivé à New York avec juste 2 valises. Puis tout s'est passé à New York. En fait, c'est la ville où tout peut se faire, où toutes les opportunités peuvent se créer. Il suffit de les saisir. Bien sûr, c'est pas gratuit, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Mais c'est vraiment une ville qui, pour moi, en tout cas, d'une façon générale, que ce soit d'un point de vue professionnel ou personnel, qui m'a énormément apporté. C'est une ville qui regorge d'énergie et que j'adore capter. Et donc voilà, aujourd'hui, je n'arrive pas à considérer une autre ville pour travailler que New York. L'idée que vous faisiez de New York avant de venir y poser vos valises et celle que vous constatez aujourd'hui de New York, l'image de New York que vous avez vous en tête, est-ce qu'elles sont les mêmes? Est-ce que New York vous a déçu, vous a surpris par rapport à l'idée que vous en faisiez avant de venir y vivre? Je ne suis pas sûr d'avoir, avant de déménager à New York, d'avoir une idée très claire de ce que je pouvais attendre à New York. New York, c'était essentiellement ce qu'on voyait dans les séries télé, pour ma part. Et puis donc, bon, j'arrive un petit peu à l'aventure et je prends ce qu'il y a à prendre. Et l'aventure, dès le départ, a été extraordinaire. Il y a plus de 7 ans maintenant. Et tous les jours, régulièrement, enfin en tout cas dans ma vie professionnelle, il y a toujours des choses nouvelles qui arrivent. Et c'est ça qui est fantastique à New York. Bien. Alors, vous allez nous raconter, vous avez évoqué tout ce qui s'était passé. Racontez-nous un petit peu votre passé. Et puis tout à l'heure, on va parler de ce pourquoi nous sommes ensemble aujourd'hui, à savoir votre entrepreneuriat, l'entreprise que vous allez créer. Et on va voir que la période à laquelle vous l'avez créée n'a rien d'innocent. Mais on va en parler un petit peu plus tard. Pour l'heure, j'aimerais que vous me fassiez un petit peu votre CV, la manière dont s'est déroulée votre carrière jusqu'à présent. Alors, moi, j'ai fait mes études dans la chimie organique. J'ai fait ensuite une double compétence dans le marketing. Et donc, j'ai démarré ma carrière dans l'industrie pharmaceutique en tant que responsable de projet, puis chef de projet. Et j'ai décidé de changer. Donc, j'ai fait un petit peu d'immobilier en France, en pleine crise de l'immobilier. Donc, c'est autant dire que ça n'a pas du tout marché. J'avais créé mon entreprise, mais donc ça n'a pas abouti. Et à ce moment-là, je décide de vendre mon appartement à Paris et de venir à New York. Et c'est là où l'aventure commence. Donc New York, eh bien, je démarre en fait. Donc je rejoins mon voisin de Paris et lui m'embauche en fait dans une entreprise de peinture décorative. Et donc je rentre dans ce milieu qui est la décoration d'intérieur et la peinture décorative, un milieu dont je connaissais à peu près rien. Donc j'ai tout appris sur le terrain, vraiment, au fur et à mesure des rencontres, au fur et à mesure des chantiers. J'ai eu cette opportunité donc de travailler pour ce groupe qui est impliqué dans de très très beaux projets donc, à travers le monde, mais plus spécifiquement en ce qui me concerne à New York. Et donc, j'ai fait de très, très belles choses. J'ai travaillé donc, dans des palais, j'ai travaillé pour des têtes couronnées, j'ai travaillé pour des hommes politiques basés à New York, des anciens maires. J'ai dirigé le chantier d'Albertine à New York, qui est la bibliothèque qui est donc qui occupe les locaux de la maison culturelle de l'ambassade de France. Voilà, donc de très, très, très beaux projets. J'ai appris donc à diriger des équipes de peintres. J'ai appris également les techniques de peinture décorative.
Et puis, ça m'a amené au fur et à mesure des années à me dire pourquoi est-ce que je ne me lancerais pas et me lancer aussi dans la décoration d'intérieur, ce qui est quelque chose de très nouveau pour moi, puisqu'en fait, ça élargit mon champ d'activité. Golden Bee, c'est le nom de votre boîte. On va parler, encore une fois, on réserve le suspense, on va parler tout à l'heure de la période dans laquelle vous l'avez montée. C'est une boîte de peinture déco, hein, je ne me trompe pas si je dis ça. Golden Bee fait donc peinture déco et décoration d'intérieur. Je souhaite développer, en fait, j'ai développé au fil des années, j'ai aussi développé un intérêt pour la décoration d'intérieur d'une façon plus globale. Et donc, je lance dans la décoration d'intérieur, mais je continue aussi la peinture décorative puisque c'est quand même aujourd'hui le cœur de ma compétence. Et donc, c'est là où j'ai une vraie valeur ajoutée sur le marché new-yorkais. Pourquoi Golden Bee? Pourquoi l'abeille dorée? Pourquoi l'abeille dorée? L'histoire la vraie histoire, c'est simplement, on m'a dit, si tu crées ta société, si tu crées ta boîte, il faut mieux éviter de donner ton nom, parce que si un jour tu es amené à la revendre, ça peut être ennuyeux. Parce que du coup, tu perds ton nom, ou enfin, bon, ça peut être compliqué. On voit un peu l'exemple de Maison Kaiser, qui s'est fait racheter malheureusement et qui perd le nom Maison Kaiser. Parce que c'est le nom du créateur de la marque. Donc, je réfléchissais et dans ma salle de bain, j'ai un flacon de Guerlain sur lequel il y a des abeilles. Et je sais que dans la construction, dans le milieu un petit peu, il y a beaucoup de golden, de silver lining, etc. Je me dis, tiens, il faudrait que je parte un petit peu dans ce côté-là. Et donc, abeille d'or, Golden Bee, ça a été le choix. Et puis, donc, golden, parce que bon, c'est la décoration, c'est la feuille d'or aussi. Et puis les abeilles sont en termes d'architecture, sont très soucieuses de leurs intérieurs. Donc voilà, et puis aussi synonyme de busy little bee, donc l'abeille qui est très énergétique, une source d'énergie, une vraie structure, une structure de groupe aussi. Et donc voilà, donc le nom fait sens. Et dans l'ensemble, à chaque fois que j'ai présenté l'entreprise, les gens ont beaucoup aimé le nom Golden Bee. On va revenir un peu en arrière. Vous avez travaillé chez Servier, donc laboratoire pharmaceutique, dans ce que je vais me permettre d'appeler une première vie professionnelle, en quelque sorte, dans la mesure où elle est tellement différente de la deuxième vie professionnelle. Quel a été le fait que vous changiez comme ça? Bon, qu'est-ce que ça traduit comme trait de caractère? Est-ce que ça traduit quelqu'un qui estimait qu'il avait des qualités à exploiter ailleurs, ou est-ce que ça traduit le caractère de quelqu'un qui commençait à s'ennuyer et qui n'avait pas du tout envie de s'ennuyer dans sa vie professionnelle? Je sais pas. Je pense que c'est toute une question de. Je sais pas si je me suis réellement posé des questions de fond comme celle-ci. C'est beaucoup, je pense, une question d'opportunité, de vie qui fait que une situation, une opportunité s'amène et donc je me lance. Je pense que j'ai toujours eu envie quelque part d'être un peu mon propre patron. Je pense que peut-être c'est l'idée principale derrière tout ça. Et quand vous rejoignez un groupe pharmaceutique, vous êtes dans la grosse machinerie. Donc, vous êtes dans une très grosse industrie. Vous pouvez évoluer très bien dans cette industrie avec des notions qui des fois, vont un petit peu plus loin que la simple efficacité ou la direction. Je veux dire, quand vous êtes dans l'industrie pharmaceutique et quand vous êtes en marketing, votre objectif, c'est de vendre, de faire en sorte que les médecins prescrivent les médicaments dont vous avez la charge. Mais des fois, dans ces grands groupes-là, on va un petit peu au-delà, on est plutôt carriériste. Il va falloir faire un peu de politique pour se placer. Et ça ne veut pas forcément dire que vous êtes très efficace dans votre métier, mais vous savez vous vendre. Et c'est quelque chose qui peut-être me gênait un petit peu. Et donc, quand l'opportunité s'est posée de simplement créer mon entreprise, qui en fait, à l'époque, s'appelait donc VNJ, qui est une entreprise familiale, puisque je l'ai créée avec ma mère. Donc, je me suis dit, je me lance dans l'aventure de l'entrepreneuriat déjà, et on voit ce que ça donne. Et donc, c'est un petit peu ce qui s'est passé. Et je regrette absolument pas. Vous dites effectivement, c'est des activités qui sont totalement différentes, c'est vrai. Mais en revanche, à chaque fois, on est toujours dans de la communication, dans de l'humain, dans du management. Et donc, tout ce que j'ai appris chez Servier
me sert encore aujourd'hui. Et ça, pour moi, c'était une vraie belle école, puisque c'était un laboratoire à l'époque où j'étais donc chez Servier, qui était toujours dirigé par Monsieur Servier, et qui est un peu old school. Donc, on était dans la rigueur, constamment la communication, et ça m'a énormément appris de choses que j'ai toujours réutilisées dans les différentes activités, que ce soit dans l'immobilier, mais ensuite dans la peinture décorative, dans le futur et toujours maintenant. C'est étonnant quand même de se dire qu'on peut tirer des enseignements et tirer des leçons de vie professionnelle d'un laboratoire pharmaceutique alors qu'on passe à une entreprise de décoration. Alors, on y arrive. Golden Bee, vous l'avez créé cette année. Il fallait être gonflé pour créer une boîte cette année. Racontez-moi, Nicolas. C'est un hasard, vous n'aviez pas vu qu'il y avait une pandémie? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est totalement, c'est pareil, c'est un concours de circonstances qui fait que j'ai décidé finalement, ça faisait longtemps que je pensais à créer mon entreprise, et puis donc j'étais toujours dans mon ancienne entreprise, et finalement je m'y trouvais pas mal du tout, donc je me suis beaucoup questionné jusqu'au moment où j'ai finalement pris la décision de me dire bon, eh ben, on se lance, on y va. Se lancer à New York dans une entreprise, être son propre patron, c'est pas facile parce que vous n'avez aucune aide financière. Vous êtes étranger, donc vous êtes tout seul. Il n'y a pas de chômage, il n'y a pas toutes les aides qu'on peut avoir en France. Donc la prise de décision de se dire je me lance et je vais dans l'entreprise, c'est quand même un vrai saut dans le vide. Que j'ai pris en fait réellement en fin 2019, donc mi-novembre on va dire, puis le temps de mettre les choses en place, la société s'est réellement créée début 2020. Alors bien sûr, c'était absolument pas prévu qu'il y ait cette pandémie, mais je sais qu'aujourd'hui, je n'arrive pas à savoir, si vous voulez, en quoi est-ce que c'est mieux ou c'est moins bien d'avoir créé, de s'être lancé en une période si particulière, puisque ça n'existe dans le système, enfin dans l'histoire du business, c'est quelque chose à part les guerres, c'est quelque chose de très rare. Alors, justement, donc vous décidez de créer la boîte début 2019, fin 2019, pardon, début 2020, il commence à y avoir ces rumeurs qui viennent de Chine et qui font état d'une pandémie qui pourrait toucher beaucoup de gens dans le monde entier. Est-ce qu'à ce moment-là, vous avez un moment de doute? Vous vous dites, est-ce que je vais pas ajourner tout ça ou est-ce que je fonce? Vous n'avez pas le choix. C'est fini. Une fois que vous êtes dans l'eau, faut avancer. Il y a pas j'ai pas eu de doute à me dire, j'avais pas d'autre solution. Il fallait que j'avance. Donc j'avais à chaque fois, je me suis toujours posé des deadlines en me disant bon, d'ailleurs essentiellement c'est la contrainte financière. Donc je dis bon voilà, je me donne jusqu'au mois de juillet, jusqu'au mois d'août, jusqu'au mois de septembre, etc. Et je décale systématiquement. Et puis on avance comme ça, et puis ça marche pas trop mal en fait. Allez-y, pardon. Ouais, et le milieu de la construction, en fait, je ne sais absolument pas. Est-ce que c'est le milieu de la construction de luxe? Est-ce que c'est New York? Est-ce que c'est les gens? Mais je sais que beaucoup d'amis, puisque j'ai beaucoup de collègues et amis qui sont aussi dans la construction, que ce soit des tapissiers, que ce soit des menuisiers, des ébénistes, dans l'ensemble, on est tous très très occupés sur New York en cette période de pandémie. Alors, la personne qui m'a parlé de vous et qui m'a suggéré de faire cette émission, ce programme avec vous, m'a dit, vous venez de nous dire, vous, ça marche pas mal, m'a dit, il a quelques chantiers par-ci, par-là. C'est peut-être une manière de dire, en parlant de vous, il est dans une période de rodage assez prometteuse. Alors, est-ce qu'on peut creuser sur la phrase que vous venez de prononcer, Nicolas, ça marche pas mal? Dites-moi en plus. Disons que j'ai pas un chiffre d'affaires extraordinaire pour une première année, mais pour une première année de lancement, j'arrive donc aujourd'hui clairement à être autonome. Donc oui, je suis content. J'ai un salarié, donc j'ai un peintre qui travaille pour moi à mi-temps, donc il travaille pour Golden Bee.
Et on fait de très très belles choses en ce moment. Enfin, on a fait des lobbies d'immeubles qui viennent de se construire dans le développement. J'ai fait des projets de décoration d'intérieur pour des gens qui viennent qui ont acheté leur appartement un petit peu avant la pandémie. Je travaille là en ce moment pour de la restauration dans un building, ce qu'on appelle Landmark, donc protégé, qui est à New York, du côté de Gramercy Park. Donc c'est pas extraordinaire, mais je suis content parce que les choses avancent et que en aucune façon je remets l'activité de Golden Bee en question en me disant bon, il faut peut-être penser à ou faire autre chose ou s'arrêter ou non. Pour l'instant, en tout cas, je continue. On va reparler de ça dans quelques instants, mais auparavant, petit regard également sur votre passé. En tant que décorateur d'intérieur, avant de créer votre propre boîte, vous avez bossé chez des gens extrêmement riches, extrêmement connus. Alors, moi, pour la décoration, c'est très très nouveau et en termes de décorateur, je n'ai pas de clients de cette envergure. Dans ces résidences-là, je n'interviens pas du tout à ce niveau-là, donc je n'amène pas à imposer quoi que ce soit. Mais de toute façon générale, même dans la décoration, il y a il y a un goût, on peut conseiller, mais ensuite il faut suivre quand même l'instinct du client et ce que lui souhaite. Je ne me vois pas imposer à mes clients. Je leur propose des choses, je les écoute beaucoup, et ensuite j'oriente ma décoration en fonction de vraiment ce qu'ils attendent. Typiquement, donc je suis en train de finir un appartement, un loft à Soho, donc qui est très contemporain. Donc j'ai développé une salle de bain qui va être vraiment très moderne, très contemporaine. Mais à côté de ça, j'ai une cliente à Brooklyn. Pareil, elle veut refaire sa salle de bain, mais là je suis parti sur quelque chose de plutôt très joli, très traditionnel dans ce que elle attend et ce que l'appartement aussi attend. Je pense qu'il y a aussi la résidence en elle-même, en tout cas, me parle et j'arrive à effectivement me dire bon ben voilà, je vais pas préconiser les mêmes types de décoration en fonction de la résidence et en fonction du client. Alors Nicolas, vous me dites, on revient donc à l'actualité, si je puis dire, la période que vous traversez actuellement, cette période, vous en êtes content, ça marche bien, vous travaillez, vous décorez des appartements. Maintenant, je me pose une autre question. En termes d'entrepreneur, de chef d'entreprise, on a une obligation de démarchage. Est-ce qu'en ce moment, c'est pas beaucoup plus compliqué? Parce que elle n'est pas derrière nous, la pandémie encore. Les gens sont encore certainement très, très frileux. Donc ça, c'est l'autre aspect de votre activité, c'est l'aspect trouver des clients, trouver des contrats. Est-ce que ça, c'est pas très compliqué en ce moment, Nicolas? Il y a avant la pandémie, j'avais lancé du démarchage avec des clients qui, donc par exemple les clients professionnels, j'entends notamment des boutiques qui ont été très impactés par le monde de la mode a été très impacté par le virus. Et donc, effectivement, c'est des clients pour lesquels je suis un peu en stand-by à l'heure actuelle. Il y a des clients également qui ont décidé de laisser voir les choses. Et puis, il y a d'autres situations. La pandémie, en fait, a créé plein de situations dans le monde de la décoration et dans les gens qui ont de l'argent. Il y a ceux qui sont dans leur résidence à la campagne et qui veulent faire des travaux dans leur résidence new-yorkaise pour quand ils rentrent. Vous avez ceux qui se disent finalement, finalement l'appartement à New York, je vais pas le garder, donc je vais le vendre, et pour le vendre, il faut que je fasse quelques travaux pour l'améliorer. Donc en fait, vous avez plein de petites situations qui font qu'aujourd'hui, il y a du business dans la décoration d'intérieur, dans l'aménagement de l'intérieur d'une façon peut-être plus globale. Et donc ça, finalement, la Covid a fermé des portes, mais en a ouvert d'autres. Ouais, ça c'est assez étonnant. Mais alors, ce qu'il y a, c'est que dans votre secteur, alors moi j'en parle comme si je connaissais, mais je connais rien à tout ça. On va être clair, mais dans votre secteur, j'imagine que l'humain a une part très très importante. Donc c'est à ce titre-là que je vais vous poser la question suivante, Nicolas. Est-ce que vous sentez en ce moment une espèce de
pas de dépression, le mot est fort, bien que ça existe. On sait que le Covid provoque des dépressions. Est-ce que vous sentez une espèce de manque d'enthousiasme un petit peu partout en ce moment, dans New York notamment? New York a changé d'une façon très notable. Moi, donc, j'ai passé toute la période de pandémie à New York, à Manhattan, puisque c'est dans la mesure où je me lance, je ne vais pas partir, je ne vais pas faire du télétravail, parce que quand vous êtes dans la décoration d'intérieur ou la peinture décorative, il faut être sur place, parce que rien ne remplace les yeux. Vous pouvez prendre des photos, vous pouvez filmer. Pour moi, en tout cas, personnellement, j'ai besoin de sentir les choses. Je pense ça va au-delà de l'aspect vision. Les couleurs vibrent, les matériaux vibrent, et si vous n'êtes pas sur place pour ressentir ces vibrations-là, vous n'arrivez pas à traiter correctement, à assurer votre mission de façon appropriée. Donc, j'ai vu l'évolution de New York, et oui, il y a une certaine oui, les choses ont changé. Il y a des quartiers bizarrement qui se sont développés. J'entends par exemple Upper East Side. Moi, j'ai été très surpris de remonter Madison Avenue entre la 60e et la 80e rue, où tous les restaurants, les terrasses sont toujours bondées, où les gens sont là et ils sortent, et c'est très surprenant, parce que moi, ça l'est toujours, mais ça a été mon playground, mon terrain de jeu pendant des années. Et donc, j'ai passé mes journées dans ce quartier-là, puisque c'est là où j'avais les résidences. Et c'était un petit peu... Il y avait de l'activité, parce qu'il y avait justement les gens comme nous, les contracteurs, donc les travailleurs qui venaient réparer, décorer, etc. Donc, il y avait une certaine activité, mais c'était relativement calme. Et là, on se retrouve avec des gens qui vont dans les terrasses, qui vont dîner ou déjeuner à l'extérieur. Et ça, c'est très surprenant. Alors que d'autres quartiers, et notamment les quartiers comme Tribeca ou Soho, où finalement, on sent plus le côté dépressif, effectivement, où les terrasses sont vides, où il n'y a personne dans les rues. Voilà, ça dépend vraiment des quartiers à ce niveau-là. Pour les clients et les gens qui travaillent au service des gens riches, il y a beaucoup d'activités, et donc il n'y a pas réellement de dépression, parce qu'en fait on a tellement entre guillemets tellement de travail, ou mes collègues ont tellement de travail qu'ils pensent pas à se dire est-ce que je suis déprimé, est-ce que je peux être déprimé, j'avance, j'ai du boulot. Mais par contre, c'est vrai que d'un point de vue social, c'est un peu difficile. C'est marrant, Nicolas, parce que vous parlez avec beaucoup plus de passion dans la voix, dans les gestes, dans tout. Vous parlez avec beaucoup plus de passion de votre métier de décorateur que de votre métier d'entrepreneur, finalement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes plus décorateur qu'entrepreneur? Parce que la vie d'entrepreneur, elle a des côtés ingrats, quoi. Quand il faut faire les comptes le soir dans un coin, c'est pas toujours sympa. Et ça, vous n'en parlez pas beaucoup. C'est pas j'ai pas l'impression que ce soit ce qui vous fasse le plus vibrer. Non, ça me fait pas vibrer. Ce que j'aime dans l'ensemble, dans la partie entrepreneuriale, c'est le côté indépendant. C'est pouvoir gérer son temps, pouvoir gérer ses clients, être beaucoup plus libre des choix qu'on fait. Est-ce que je suis plus orienté aujourd'hui en termes d'activité, en termes de chiffre d'affaires, parce qu'on parle d'entrepreneurs et de comptabilité, donc justement parlons de ces choses-là. C'est la peinture décorative qui rapporte le plus à l'entreprise aujourd'hui, plus que la décoration d'intérieur. La décoration d'intérieur a des côtés très intéressants, parce qu'elle elle élargit le champ de créativité par rapport à la peinture décorative, où vous allez juste être concentré sur les finitions décoratives, donc les murs, éventuellement les champs des fenêtres, etc. Dans la décoration, vous choisissez les meubles, vous êtes impliqué sur les meubles, sur les sols, vous êtes impliqué sur les luminaires, etc. Donc il y a plus de créativité possible. Donc c'est ce qui m'intéresse énormément. Ensuite, la partie entrepreneur, oui, l'administratif, c'est un petit peu c'est le side effect, c'est l'effet secondaire dont on n'a pas vraiment envie de s'occuper. Mais comme vous êtes libre, vous êtes votre propre patron, vous faites vos propres décisions, et bien en fait ça n'a pas de prix. Et enfin, ça dépend des gens, mais voilà. Alors, ça n'a pas de prix. On va créer une petite fiction, si vous le voulez bien, Nicolas. Vous vous êtes aguerri en tant que décorateur d'intérieur, disons.
votre nom commence à se murmurer un petit peu partout dans New York, quelqu'un vient vous voir, pardon, et veut vous engager comme salarié. Une grosse boîte qui va vous assurer de vous éclater dans votre quotidien professionnel, mais vous ne serez plus le patron. Est-ce que vous choisissez le fait de rester entrepreneur en gagnant probablement moins d'argent et en vous emmerdant avec des choses qui forcément ne vous passionnent pas, ou est-ce que vous choisissez la facilité d'aller chez le gros qui vous demande et de gagner plus d'argent et de faire que ce qui vous plaît? Pour vous répondre, aujourd'hui, je continue à choisir l'entrepreneuriat, d'être indépendant, de gagner moins d'argent, mais d'être libre. J'ai 39 ans, comme vous l'avez mentionné, et on en a parlé plus tôt, j'ai une expérience de grands groupes, d'industrie pharmaceutique. Ensuite, j'ai travaillé dans de l'artisanat, dans peinture décorative, mais rattaché aussi finalement à un grand groupe, même si c'était une petite structure ici à New York. Donc tout ça, je connais. Et si on m'a déjà, en fait, si vous voulez, on m'a proposé à plusieurs reprises de rejoindre des entreprises, de diriger des filiales ici à New York. Non, aujourd'hui, j'ai mon expérience et en tout cas, pour l'instant, je suis tellement content d'être mon propre patron, avec effectivement des effets, des côtés un petit peu galères, enfin, ou pas très agréables à gérer. D'un autre côté, si l'entreprise se développe, la compta, c'est plus moi qui vais la faire. Donc, c'est l'intérêt aussi. Donc, vous faites pas partie, Nicolas, de ces entrepreneurs qui créent leur boîte aux seules fins de la revendre quelques années plus tard. Ça, c'est pas du tout dans vos plans. C'est pas dans mes plans. Maintenant, ce qui va se passer demain, personne ne le sait. Donc, je ne peux pas dire, ah non, absolument pas, je reste. Peut-être qu'effectivement, s'il y a une extraordinaire opportunité qui se crée, j'en sais rien, peut-être que je me poserai des questions. Mais je sais que très concrètement, la situation s'est passée il y a un an. Alors, c'est vrai que j'étais au tout début de la création de Golden Bee, donc j'avais aucun business devant moi, et j'ai refusé. Ouais. Bravo. Mais bon. Vous le voyez bien, l'avenir. Je vous sens vachement optimiste. Et c'est déjà, moi, j'ai noté une qualité. Je vais en reparler avant qu'on se sépare, mais j'ai noté une qualité chez vous et j'en identifie une deuxième, c'est que je vous sens très optimiste. C'est une arme formidable pour un entrepreneur d'être optimiste. Je pense que c'est une arme indispensable pour un entrepreneur parce que je suis assez. Je pense que ce que vous dégagez en termes d'énergie a un impact énorme. Et aujourd'hui, l'activité de Golden Bee, c'est uniquement moi qui l'a fait, puisque je démarre. Donc, j'ai un salarié pour faire la peinture, mais après, sur le développement, le business development, tout vient de moi. Et je pense que si vous n'êtes pas optimiste, pour le coup, effectivement, il faut peut-être penser à arrêter parce que l'entrepreneuriat n'est pas fait pour quelqu'un de négatif. On ne peut pas se lancer dans une entreprise et dire ça ne doit pas marcher, c'est pas possible. On est obligé d'être optimiste. Alors, je ne dis pas que tous les jours, tous les matins, je me lève, c'est extraordinaire, c'est la fête tous les matins. Il y a forcément des jours qui sont plus angoissants que d'autres. On se dit qu'est-ce qui va se passer parce que bon, voilà, j'ai 2-3 chantiers devant moi, mais pas plus que ça. Et j'en ai d'autres qui ne sont pas encore signés, peut-être qu'ils vont se lancer, peut-être pas. Donc, il y a beaucoup d'interrogations, il y a beaucoup de choses. Il faut justement prendre sur soi, et c'est ce que j'essaye de faire au maximum pour être le plus optimiste possible et puis créer une espèce d'énergie positive. Parce que si on n'a pas ça, je pense que ça ne peut pas marcher. Super conclusion. Nicolas Garnier était l'invité de French Boss aujourd'hui. Un garçon qui a pas eu de bol, mais qui a eu beaucoup de courage puisqu'il a lancé son entreprise au plus mauvais moment, au tout début de la pandémie. Et le fait de rester tenace, de continuer, eh bien aujourd'hui semble lui donner raison. Nicolas, merci d'avoir été avec nous. C'était sympa. Et un petit mot rapidement juste avant qu'on se sépare. Je disais, les faits semblent vous avoir donné raison. Vous le ressentez comme ça ou vous restez prudent? Superstitieux peut-être. Je suis plus confiant que j'ai pu l'être il y a quelques mois. Mais voilà, rien n'est fait, rien n'est jamais gagné. Et donc, il faut toujours être persévéré, vous l'avez mentionné plus tôt.
et ça, c'est vraiment important, c'est rester optimiste et positif. Et puis, il faut pas se lâcher. C'est aussi ça un petit peu la difficulté quand on est entrepreneur, c'est qu'on peut pas se reposer. On n'a pas le choix. Il faut toujours penser au prochain chantier, à la prospection, qu'est-ce qui va se passer plus tard. Donc oui, je reste positif. Toutefois, on a quelques mois, on est sur la fin de cette période de pandémie qui, grâce au vaccin, va se terminer. Et ça va être une période très difficile parce que je pense quand même que d'une façon générale, les gens sont essoufflés, sont fatigués. Il y a eu beaucoup d'efforts. Les gens ont tenu jusqu'à présent. Les gouvernements nous ont tous supportés, que ce soit financièrement essentiellement. Mais on sent qu'il y a quand même un essoufflement et donc les mois à venir vont être difficiles, j'ai peur. Mais on y arrive. Merci Nicolas, discours plein de positifs, et puisqu'on est au début de cette année 2020, je vous souhaite une très belle année 2021. Vous la méritez au regard des risques que vous avez pris. Merci Nicolas, salut et bonne année 2021. Merci, bonne année également.